par rapport au Covid. Personnellement, étant donné que je suis encore très novice dans le milieu, j'ai eu très peu d'expérience sur le terrain, et l'expérience que j'ai eue sur le terrain, c'était effectivement du bouchage de plâtre. Enfin, j'étais un bouche-trou un peu. J'ai dû faire des trajets très longs, faire des heures très longues et être traitée comme une éducatrice en tant que telle, sans pour autant avoir de la formation derrière qui pouvait me guider au travers de mon stage. Ça me paraît déjà bien. Bon, en parlant des bouches-trous, je vais continuer par rapport à la situation des femmes en tant que travailleuse sociale. Moi, je suis Diamela, je suis éducatrice spécialisée en bouche-trous, en fait. Il faut savoir que dans les domaines sociaux, dans tous les domaines des soins, la plupart des personnes qui font les métiers, ce sont des femmes. Mais on est souvent les pires piliers et les personnes qui ont la moins possibilité d'avoir un CDI ou d'avoir des contrats qui puissent s'adapter à notre vie familiale. Ça veut dire que dans le travail social, souvent, on est amené à faire des horaires que c'est impossible d'avoir des enfants. Il faut directement les laisser de côté ou oublier ou les donner en option. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé une solution. Mais dans tous les offres d'emploi qu'on essaie de postuler ou que je dois me présenter, c'est exigé faire des travail de soir, travail de nuit, travail de trop tôt, trop tard, et c'est impossible de pouvoir gérer une vie familiale toute seule. La plupart des femmes qui continuent à exercer le travail social à partir de 10 ans, ça veut dire qu'ils ont 10 ans de carrière, ce sont des femmes qui, dans la plupart, ont déjà passé pour 1, 2, 3 burn-out. Ce sont des femmes détruites par la vie parce que les exigences de la vie familiale, de la vie de travail et tout, c'est trop, c'est impossible, c'est presque très, très difficile de retrouver des éducatrices qui puissent tenir avec une bonne santé parce que normalement, les femmes vont être amenées à aller travailler dans le handicap, pour les handicaps. Il faut savoir, on ne reçoit pas de formation sur manutention et tout ça, mais on est amené à faire du travail physique constamment. Ça veut dire, si on travaille dans le polyhandicap, on est amené à prendre en charge des personnes avec 50 kilos, 60 kilos, et tout au long du terme, on ne peut plus, les corps ne supportent plus. La plupart des collègues que j'ai eus pendant toutes mes années de carrière sont des personnes qui ont eu plusieurs opérations au dos et il n'y a jamais aucune solution parce qu'il n'y a pas de demande. On n'est pas nécessaire, mais on est là parce qu'on n'a pas trouvé un homme. Basiquement, c'est un peu ridicule de dire comme ça, mais c'est la réalité. Dans tous les domaines de l'handicap, on cherche désespérément des hommes pour faire les métiers, mais vu qu'il y a plus de femmes qui vont là, que c'est plus facile pour nous, je ne sais pas pourquoi, faire le travail de soins, on est amené à faire des travaux qui ne tiennent pas et qui on ne reçoit pas de CDI parce qu'ils attendent toujours une offre pour qu'ils puissent exercer notre travail. Ça veut dire qu'on est mal payé, on est des contrats précaires la plupart de notre carrière et on est amené justement à faire une reconversion de carrière à partir de 10 ans ou 15 ans de carrière. Ça veut dire que c'est très, très compliqué en tant qu'éducatrice spécialisée pouvoir continuer dans les domaines. Dans l'enseignement, c'est la même chose. On est amené à travailler dans des situations très compliquées. Dans l'enseignement, c'est encore plus ridicule parce qu'on reçoit des contrats chaque mois. Et cette année, je suis dans mon 8e ou 10e contrat. Ça veut dire que j'ai aucune possibilité d'avoir une stabilité économique ou une stabilité familiale. Je ne sais jamais où je vais travailler les mois prochains. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas un engagement, il n'y a rien qui puisse nous permettre nous rassurer. Et après, il dit, oh, est-ce qu'il manque des éducateurs dans l'enseignement? Oh, est-ce qu'il manque des enseignants? Oh, est-ce qu'il... Oui, il manque parce qu'il n'y a pas de contrats durables, il n'y a pas de situations qui puissent nous permettre de faire bien notre métier. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est perpétuer la violence institutionnelle vis-à-vis des enfants qui en prennent en charge, vis-à-vis des stagiaires, vis-à-vis de tout le monde. Et à la fin, on tombe nous-mêmes malades avec une situation pareille. Le Covid n'a fait qu'augmenter la précarité qu'on avait déjà. On était amené à travailler avec des enfants qui étaient justement diagnostiqués avec le Covid et aucune partie du gouvernement nous a donné des solutions, on a proposé des solutions, on a demandé des ouvertures, des autres centres
pour accueillir les enfants avec des Covid. Et la réponse est toujours, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, c'est pas possible. Du coup, on a propagé, on a partagé les Covid avec tout le monde, gratuitement, comme ça, parce que le gouvernement ne nous a pas donné aucune solution. Ça veut dire que s'il y a autant de Covid dans les écoles, dans les institutions et tout ça, c'est notre faute et on n'a pas eu de solution. Et de ça, on ne parle pas et on va responsabiliser les personnes. On va couper la liberté individuelle de chacun, mais pour une responsabilité qui appartient au gouvernement, justement. Voilà, ça c'est un peu la situation en tant que femme, c'est chaotique, c'est horrible et je me demande chaque jour pourquoi j'ai choisi ce métier parce qu'à long terme, c'est pas possible de tenir avec des horaires très très compliqués. Parfois, quand on arrive à trouver, quand certains collègues ont des CDI, on est amené à faire des remplacements impossibles, ça veut dire de faire 5 nuits d'affilée, moi je ne savais pas. Je vais faire une seule nuit, ça me complique déjà la vie avec mes enfants, je n'imagine pas travailler et faire 5 nuits d'affilée, c'est vraiment n'importe quoi. Et il n'y a pas de budget, c'est toujours l'excuse, mais je me demande où c'est le budget, où c'est l'argent, pourquoi nous, on doit travailler comme ça et pourquoi nous, on doit encore être invisibilisés dans notre réalité en tant que travailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on a décidé de s'organiser et de mettre des choses en place, de dénoncer la situation pour laquelle on est en train de souffrir et créer les collectifs qui puissent amener la lutte dans la rue, qui puissent aller dans les quartiers et qui puissent défendre non seulement nos droits en tant que travailleurs, sinon les droits des personnes qu'on doit accompagner. Parce que c'est aussi, c'est la violence. Je dois accompagner une femme, un migrant, une personne âgée à défendre ses droits, mais il n'y a pas d'institution pour les recevoir. S'il y a des problèmes à niveau économique, le CPS n'est pas toujours là pour donner des solutions, sinon pour critiquer, juger et foncer encore plus les gens. Du coup, on se retrouve à faire rien, enfin, à faire tourner les gens comme ça. Et nous aussi, de la désespération des gestions médiques, et ça ne sert à rien, j'amène rien, je ne sais pas rien changer. C'est pour ça que les collectifs forment comme un collectif de lutte pour dénoncer la réalité qu'on est en train de vivre et qui ne fait que grandir avec les confinements et les mesures de Covid qui sont pas suffisants. On parle de refinancer les grosses entreprises, l'aviation et tout ça, mais on ne parle pas de refinancement de l'enseignement, on ne parle pas d'ouvrir de nouvelles structures pour des personnes qui sont maintenant en train de développer des problèmes psychologiques à cause de Covid. On ne parle pas de la violence faite à la femme qui a augmenté de 35% depuis mars. On ne parle pas de ça parce que ce n'est pas intéressant, parce qu'on excite. Voilà, et comme ça, je donne la parole à mon collègue Simon, s'il vous plaît. Oui, oui. Et merci. Et voilà. Ouais, voilà. Bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Simon, je travaille au CPS dans un service d'insertion professionnelle. Et donc, allez, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit précédemment, ce qu'on voit bien, à la fois ce que Franck a dénoncé comme situation qu'on peut trouver dans le sans-abrisme, les conditions de travail que Diamela a dénoncé, ou bien ce que Inès et Clara ont pu dire à propos du fait qu'on a recours massivement en fait, à des étudiants et des stagiaires non formés. Ça découle évidemment d'une seule et unique chose, c'est-à-dire le sous-financement structurel organisé des services publics et en particulier des structures, des structures sociales, des structures de travailleurs sociaux. C'est clairement le cas donc, pour ce qui est du secteur associatif, qui doit toujours courir après des subsides différents. Surtout nous, voilà, en Belgique, avec tous ces niveaux de pouvoir différents, on court après des subsides, des projets différents qui nous permettent de compléter des bouts de salaire, d'avoir des actions différentes, mais qui ont aussi un impact évidemment sur le type de contrat et la situation des travailleurs sociaux. C'est clair également dans le privé. Donc, comme je disais, moi je travaille en CPS. Les CPS, c'est une institution qui est historiquement sous-financée en fait. Donc, la loi organique des CPS, c'est 1974. Donc, un an après, choc pétrolier, c'est à partir de ce moment-là que
les économies en fait, budgétaires deviennent un petit peu l'idéologie dominante. Il faut faire des économies, il faut faire des économies. Et donc, les CPS, ils ont toujours vécu ça, en fait. Ils ont toujours vécu dans une situation de sous-financement structurel. Et donc, voilà, ça a évidemment un impact à la fois sur la qualité du suivi de nos publics et puis les conditions de travail des travailleurs sociaux en CPS. C'est à la fois l'idée qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper de tout le monde, et donc que le suivi des personnes va être réduit à l'essentiel, comme le disait Franck, bien souvent, c'est le suivi administratif et puis rien de plus. Et les assistants sociaux en CPS, ils se plaignent beaucoup de ça, en fait, de dire moi je ne fais plus de l'administratif, je ne fais plus du social. Si mes usagers ils sont payés à temps de leur revenu d'insertion, je suis déjà content. Donc voilà, et du coup, tout ce qui est toutes les démarches d'insertion à divers titres, soit elles sont déléguées à d'autres, par exemple à mon service, soit tout simplement elles n'existent pas, quoi, parce que en fait, l'AS n'a pas le temps d'y penser. Ça, c'est dans l'aspect pas assez personnel. Et puis, à côté de ça, il y a vraiment l'aspect du type de contrat qu'on peut trouver chez nous, où, du fait de l'austérité, il y a de moins en moins d'agents statutaires. Donc ça veut dire que les personnes font leur carrière quasiment complète en tant qu'agent contractuel, et ça a évidemment une incidence importante sur leur pension. Pas que ça, ça a évidemment une incidence sur la façon dont ils peuvent faire leur travail, parce que le statut de la fonction publique, ce n'est pas seulement une question pécuniaire, c'est aussi une question d'indépendance vis-à-vis de ta ligne hiérarchique. Et donc, tu es moins protégé quand tu n'es pas statutaire, et tu as moins de marge de manœuvre. C'est quand même important à préciser. Et c'est aussi toute une logique de financement par projet, un peu comme dans l'associatif pour le coup, qui investit le champ du secteur social public. Moi, je suis par exemple financé par le Forem. Je suis en CPS, mais financé par le Forem, dans le cadre d'une convention extrêmement précise qui me demande un boulot extrêmement précis. Des choses qui limitent en fait notre marge de manœuvre en tant que travailleurs sociaux, et qui, si on ne prend pas garde, vont parfois aller à l'encontre de l'éthique du travailleur social. Et c'est certainement le cas quand on parle évidemment d'insertion professionnelle. Puisque la tendance, elle est évidemment de mettre ça en avant, de faire pression sur les usagers et donc par truchement sur le travailleur social pour que l'usager soit le plus vite possible mis à l'emploi, qu'il quitte en fait l'aide sociale, qu'il ne pèse plus sur le budget de l'aide sociale, peu importe si la personne elle est prête à l'emploi, peu importe le type d'emploi, peu importe si c'est contraint ou pas. Et on sent vraiment cette pression-là extrêmement importante sur les travailleurs sociaux, extrêmement importante sur le service dont je dépends, qui s'appelle Réinser, qu'on traite parfois un petit peu de Gaulois réfractaires, quoi, si vous voulez, parce qu'ils ne vont pas assez vite, ils ne mettent pas assez vite à l'emploi, eux disant, mais nous, on n'est pas une agence de placement, on est un service, en fait, social, un service social, et notre mission, en fait, c'est de trouver la bonne place pour la bonne personne au bon moment, quoi. Certainement pas de pourvoir. C'est certainement le cas quand on parle des articles 60. Donc, mon service, il est chargé, en fait, de la mise à l'emploi au travers de ce contrat un peu particulier qu'on appelle le contrat article 60, que vous connaissez certainement, qui est la possibilité financée, en fait, par le fédéral, de contractualiser avec un usager et donc de le faire travailler quelque part, son salaire étant pris en charge par truchement ou par subside par le fédéral, mais l'employeur étant le CPS. C'est au départ un outil
qui est dans la boîte à outils du travailleur social pour favoriser l'insertion. Mais autant vous dire que dans des périodes austéritaires, c'est plus du tout vu comme ça, évidemment. Et donc, l'article 60, c'est devenu un outil dans la boîte à outils des pouvoirs locaux, des CPS et des communes pour diminuer la pression sur leur budget, donc pour faire sortir quelque part des gens de l'aide sociale, et pour, en fait, pourvoir à certaines missions de service public qui étaient auparavant remplies par des travailleurs, mais des travailleurs qui avaient évidemment d'autres conditions, c'est-à-dire qu'il y avait des possibilités d'évolution de carrière, qu'il y avait des possibilités d'être nommé, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des articles 60, puisque le principe de l'article 60, c'est d'engager la personne pour le temps qui lui reste à acquérir ses droits au chômage. Ça pose par ailleurs toute une série de questions assez problématiques en termes de turnover. C'est-à-dire qu'au CPS, qui est un grand utilisateur d'article 60, comme la toute grande majorité des techniciens de surface au CPS sont des articles 60, la grosse majorité des agents d'accueil sont des articles 60, beaucoup d'agents administratifs sont des articles 60. Tous ces gens-là, ils sont remplacés au bout d'un an, quoi. Et aux collègues qui restent, de leur apprendre leur métier, de leur expliquer les tâches qu'ils ont à faire. Donc, c'est autant de travail, de tâches supplémentaires qui pèsent sur les agents qui ont quelque part la chance d'avoir un contrat stable. Par ailleurs, c'est toute une série de postes qui ne sont pas occupés par des travailleurs qui vont, à un moment donné, pouvoir être engagés de façon fixe. C'est le cas au CPS, mais c'est évidemment le cas à la ville aussi. La ville de Liège emploie énormément de travailleurs article 60. Les balayeurs de rue, les techniciens de surface sont des articles 60 énormément. Et donc, ces dispositifs qui sont finalement, qui deviennent structurels, en fait, si on veut avoir suffisamment de balayeurs de rue, il faut pourvoir les postes article 60. Ça va amener en fait une pression sur les collègues des services d'insertion parce qu'ils doivent pourvoir très rapidement le poste. Donc, à la limite, s'il n'y a personne pour pourvoir le poste, si personne en fait au CPS ne veut faire balayeur de rue, ce qui, pour le coup, peut être légitime finalement, tout le monde n'a pas envie de faire balayeur de rue, mes collègues ils vont avoir la pression pour aller chercher du monde et pour un peu pousser des gens dans cet emploi-là, ce qu'ils refusent de faire en fait, de façon courageuse. Moi, je tiens à dire que c'est un service qui est très assis sur ses valeurs et on trouve, ça c'est un petit peu l'avantage de travailler dans ce type de structure, de travailler en fait, d'être militant dans un secteur de travailleurs sociaux, c'est que la fierté professionnelle, l'éthique, c'est quelque chose qui prend énormément de place. Et donc, on ne fait pas faire n'importe quoi aux gens. Et donc, ça veut dire qu'on a des possibilités importantes de s'opposer aux logiques austéritaires, aux logiques néolibérales, aux logiques de marché qui voudraient que, si on te propose un boulot, tu le prends et tu la fermes. Donc ça marche moyen, quoi. C'est quelque chose que notre direction souhaite vraiment imposer. On a encore eu le cas il y a peu de temps. La ville de Liège cherche des travailleurs pour travailler sur les marchés. Et il fallait pourvoir 16 postes en 2-2, quoi, en 3 jours, quelque chose comme ça. Mes collègues ont dit, tout simplement, ils ont dit non, on ne va pas le faire. Appuyé par la hiérarchie intermédiaire, les cadres intermédiaires, qui disent non, on ne va pas demander ça aux subordonnés, c'est pas possible. Et donc, ça se fera certainement, mais ça se fera selon un rythme qui est plus acceptable en fait pour les travailleurs sociaux, quoi. Néanmoins, on voit bien quelle est la tendance aujourd'hui, à la fois dans le secteur associatif privé et dans le secteur associatif public, c'est en fait de mettre toutes les logiques de travail social au service de la marchandisation de l'économie. C'est certainement le cas avec toute une série de structures qui étaient des structures privées d'inclusion sociale
et qui sont aujourd'hui des organismes d'insertion socio-professionnelle, et on insiste bien sur le professionnel. Hein. Donc, ce qui est important, c'est pas que les gens retrouvent du pouvoir d'agir, en fait, mais trouvent une place sur le marché du travail, avant toute chose. Et donc, comme l'a dit Franck, comme l'a dit Jamela, pour nous, c'était important d'essayer de s'opposer à ça. On pense qu'il y a une conscience chez les travailleurs sociaux que c'est normalement pas leur boulot de réagir à des sollicitations, aux sollicitations auxquelles on veut les faire réagir, de réagir, de se soumettre aux impératifs qu'on leur demande. Mais par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d'organisation, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que le secteur social, c'est un secteur qui est extrêmement éclaté. On a quelques gros centres, en règle générale, c'est les CPS des grands centres urbains. Au CPS de Liège, par exemple, on a 700 travailleurs, quoi. Voilà, c'est des gros centres. Mais sinon, les structures sociales, ça peut être des structures toutes petites. Et à côté de ça, les métiers que nous avons, ce sont des métiers qui sont extrêmement différents, quoi. Il y a finalement peu de points communs a priori entre une assistante sociale au CPS de Liège, un éduc de rue, quelqu'un qui va faire plutôt de l'éducation permanente, ce qui est aussi dans le champ du travail social, et qui est quelque chose d'a priori complètement différent. On pourrait d'ailleurs penser un petit peu protégé des logiques néolibérales, mais finalement, je ne crois pas tant que ça, parce qu'il y a aussi une pression sur ces travailleurs-là. Et donc, il y a encore beaucoup de travail pour les organiser. L'outil syndical, moi, je pense qu'il est toujours pertinent, mais les logiques syndicales, ce sont aussi des logiques qui sont très segmentées, quoi. Et donc, les travailleurs sociaux, ils ont peu de lieux de rencontre communs. Si vous êtes d'une structure sociale privée, vous êtes affilié à une centrale professionnelle. Si vous êtes dans le public, c'est la centrale du public. Donc, je pense qu'on avait besoin d'un outil un peu transversal qui nous permettait de confronter nos expériences et d'essayer de réfléchir à d'autres types d'organisation collective. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce collectif. Et je pense d'ailleurs qu'il y a eu pas mal, il y a eu un bon écho parce que ce petit collectif qui est de base liégeois, très vite il a essaimé, quoi, et on a vu des volontaires de s'organiser à Bruxelles, à Charleroi, dans d'autres coins. Des contacts avec des Flamands qui ont un peu la même éthique que nous et qui souhaitent s'organiser aussi. Donc voilà, c'est encore naissant, mais c'est plein de promesses, en tout cas c'est très motivant. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ici qui voulait témoigner de ces réalités dans le travail social. Et sinon, je propose de donner la parole aux personnes qui sont sur Zoom ou ici s'il y a des questions. Et selon les questions qu'il y a, moi en tout cas, j'aimerais vous demander, Simon, tu l'as déjà un peu fait, mais aux autres, plus concrètement, donc, pardon, j'ai perdu le fil. Plus concrètement, donc quelle revendication commune vous avez déjà et quel genre de soutien vous attendez, non seulement de gens citoyennes qui pourraient vous soutenir, mais aussi de structures associatives. Donc là, je parle du CADTM, mais je veux dire, ça peut être plein d'autres. Quelles collaborations sont envisageables, souhaitables? Qu'est-ce que vous identifiez comme besoin de soutien? Mais voilà, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être de clarification avant ou si quelqu'un d'autre veut témoigner. Et sinon, on peut passer à la deuxième partie donc du soutien, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un s'est manifesté? Ouais. Donc, il y a quelqu'un ici sur Zoom qui voudrait partager une expérience. Donc, je vais lui donner la parole. Vas-y. Ok. On ne t'entend pas. Je pense qu'il faut que tu allumes ton micro. Ok, attends. Ah voilà, c'est bon. Là, ça... C'était moi. C'est bon.
Moi, c'est Xavier Gabriel, et donc je suis éducateur spécialisé et enseignant. Et donc, moi, je suis membre de la plateforme citoyenne de la coordination wallonne du collectif, des collectifs et associations d'aide aux personnes transmigrantes, et un des membres cofondateurs du collectif de la parole aux actes. Donc, moi, j'aurais voulu revenir un petit peu sur quelque chose qui me semble vraiment, personnellement, moi, je trouve ça traumatisant, en fait, ce que beaucoup de travailleurs sociaux sont en train de vivre pour l'instant, parce qu'il y a vraiment une double injonction et tout ce que ça peut comprendre comme conséquence au niveau de la santé mentale, du bien-être social des travailleurs sociaux. On l'a entendu surtout dans le secteur de la santé dernièrement. On l'a entendu parfois aussi dans les maisons de repos, où il y a tout un travail social d'accompagnement qui se fait aussi. Et donc, on demande énormément de volontaires, de bénévoles. Et au niveau de l'éthique, c'est vrai qu'on est porté à aller vers les publics qui sont précarisés. Et donc, c'est vraiment, je vais dire, un conflit vraiment interne pour certaines personnes. Et à côté de ça, à côté de ces volontaires, on accorde des primes aux personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, par exemple, mais on ne parle jamais d'engager de nouvelles personnes. Il n'y a jamais de restructuration prévue du secteur non marchand. Donc vraiment, on est dans le capitalisme pur et dur, je trouve. D'abord, ça c'est bien de le ressouligner, je pense. Et c'est tout le secteur non marchand, au-delà du travail social, qui est touché. Donc c'est vraiment très très large. On est dans des situations complètement aberrantes. On a des gens qui sont diplômés, surdiplômés, qui sont soit dégoûtés de leur job, soit qui n'ont pas les bons papiers pour travailler. Il y a un collectif de personnes sans papiers du secteur de la santé qui essaye pour l'instant d'obtenir droit au travail quelque part et de participer à ce que le gouvernement appelle un effort de solidarité. Je trouve que vraiment c'est très violent en fait la situation dans laquelle on se retrouve. Parce que d'abord on travaille avec des publics qui sont très peu pris en compte et qui parfois ne sont même pas du tout au niveau budgétaire, ils ne sont pas du tout pris en compte. Il n'y a pas de budget prévu pour ces personnes-là. Donc, par exemple, en Wallonie, dernièrement, je vais parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue avec les collectifs d'accueil et d'accompagnement des personnes transmigrantes. Il n'y avait pas de budget, ce public n'existait pas. Il n'avait aucun droit, même les plus fondamentaux, simplement avec l'ancien gouvernement fédéral, lorsqu'on posait des questions, ces personnes n'existaient pas. Donc, elles existaient juste pour pouvoir être expulsées, arrêtées et détenues de façon parfois complètement pas légale. Donc, nous autres, ce qu'on a fait, on s'est regroupés entre personnes volontaires. Ça comprend beaucoup de professionnels aussi. Et au final, au bout de 2 années de travail, avec énormément d'associations, avec un lien avec les personnes usagères aussi de nos services, on a quand même obtenu une circulaire wallonne qui fait que ces personnes sont protégées par la loi. Notre recours était suivant, c'était des recours juridiques en fait. Donc on a fait appel à la Constitution, on a fait appel aux droits de l'homme, on a fait appel au Code pénal. Donc il y a des tas d'éléments juridiques qui sont intervenus. Il y a énormément de partenariats qui ont été créés et c'est de fait en créant des liens entre les différentes communes. On a commencé par agir au niveau communal et ensuite petit à petit ça remontait au niveau provincial puis au niveau régional et maintenant on commence à avoir une petite influence, y compris sur le secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Donc on commence à avoir une petite influence quand même très positive au fédéral, parce qu'il y a des personnes qui sont passées du régional au fédéral et qui portent notre combat. Et donc, ça veut dire une circulaire wallonne et quand même une enveloppe de 300 000 € pour assumer cet hiver pour ces personnes qui n'ont aucun budget. On a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que le public s'élargit, le public de personnes précaires et le type de précarité élargissent, c'est très très diversifié. Il y a des situations
Je vais prendre les familles monoparentales, souvent des dames seules qui essayent de travailler tant bien que mal, qui sont maintenant bloquées par les enfants à la maison avec le télétravail et tout ça. Il y a des tas de choses qui sont en train de révéler la face vraiment du système dans lequel on se trouve. Et vraiment, je pense que si on peut avoir une influence, il y a toute une bataille juridique à faire, il y a toute une médiatisation du combat des travailleurs sociaux à faire, et il y a également des relais politiques à trouver, parce qu'il y en a, on en trouve toujours en fait. Même à l'échelon le plus bas, c'est-à-dire si on travaille par exemple pour un CPS, on peut commencer la lutte au niveau communal, sans aucun problème. C'est un exemple parmi d'autres. Mais à côté de ça, il est clair, il est évident qu'il y a tout un tas de secteurs qui, ne serait-ce qu'au niveau des droits fondamentaux, ne fonctionnent que grâce aux volontaires. Et parmi ces volontaires, on retrouve des professionnels qui n'ont pas de contrat, mais dont les amène à quand même s'engager. Ça, c'est le premier aspect que j'aurais voulu soulever. Donc, ce n'est pas impossible, mais il y a la voie syndicale, il y a la voie juridique, il y a quelque chose d'autre qui me semble vraiment important. Il y a des collectifs d'usagers aussi. Il y a des collectifs d'usagers du CPS, il y a des collectifs de personnes sans papier. Je veux dire, les personnes précarisées elles-mêmes, que les travailleurs sociaux sont censés prendre en charge, tant bien que mal, sont organisées eux-mêmes. Et donc, je crois que c'est important de faire ce lien-là aussi, et c'est aussi une forme d'accompagnement et une forme d'accueil quelque part, c'est leur reconnaître les capacités de s'organiser avant tout, et c'est aussi reconnaître la justice dont eux font l'objet, et c'est parfois leur faire prendre connaissance aussi des injustices dont les travailleurs sociaux sont l'objet. Donc la perception que les usagers peuvent avoir du travailleur social ne sont pas nécessairement positives. Elles sont souvent fatalistes, parfois négatives, mais elles ne sont pas forcément positives. Je pense qu'en créant des liens entre les usagers et les professionnels, c'est aussi une façon d'intervenir dans le débat. Donc des outils, il y en a, et je pense que ce soit l'outil syndical, l'outil juridique, le fait de créer du lien entre les usagers et les professionnels du secteur, ce sont des choses importantes, mais pour moi, le plus important, c'est de renvoyer via les médias, via les réseaux sociaux, via des actions, de renvoyer au gouvernement actuel ces incohérences. Parce que des incohérences, il y en a. On nous demande de prendre soin des personnes, on demande des volontaires, on donne des primes, mais jamais il y a un engagement pour le refinancement du non-marchand. Et donc, je pense qu'il y a des outils. Je pense qu'il faut créer un maximum de partenariats avec un maximum de transversalité. Et si on avance, je pense que ce sera comme ça. Nous autres, on y arriverait pour ce public très particulier. C'est du court terme, c'est du one-shot quelque part. Mais à côté de ça, c'est 2 ans de combat, 3 ans de combat, quoi. Voilà. Je voulais juste rapporter ceci. Et je pense que à côté de ça, l'éducateur, c'est pas le bouche-trou, c'est le couteau suisse. C'est merveilleux, un éducateur. C'est un couteau suisse. Voilà. Enfin, on m'entend maintenant. Donc, merci Xavier. Et il y a Franck qui voulait rebondir. Et je te laisse la parole parce que tu dois partir bientôt en plus. Oui, donc voilà, en fait, c'était par rapport au constat du coup que Gabriel avait fait sur la question du Xavier, du bénévolat. En fait, le truc, c'est que en fait, la question du bénévolat, c'est un énorme problème dans le social, dans la mesure où forcément, on constate qu'il y a un manque d'effectifs, un manque de moyens, et les bénévoles sont là pour combler les trous. Et par exemple, dans le sans-abrisme, c'est quelque chose qu'on connaît que trop bien, en fait. Donc, par exemple, ici, je vais donner un petit fait qui voilà, par rapport auquel on compte faire un peu d'agitation, un peu bouger par rapport à ça, c'est qu'il y a eu dernièrement, en fait, la ville de Liège, en partenariat avec le reste des structures liées au sans-abrisme, de coordination, de relais social et tout ça, vont ouvrir en fait un nouvel abri pour combler le manque laissé par le Covid. En fait, ici, vu que les abris ont dû diminuer leur possibilité d'accueil de moitié. Et il faut savoir que, on va dire que les
abris liés à la ville, au CPS, etc., c'était les rares abris qui étaient, on va dire, un peu préservés par un énorme sous-financement. Il y a un sous-financement, mais moins, et on n'avait pas trop de problème. Moi, c'était lié au CPS que je bossais. On n'avait pas trop le problème de la question des bénévoles parce que on travaillait sans, en fait, parce qu'on avait le financement de le faire. Vu qu'il y avait 2 éducateurs, 2 à 3 éducateurs par soirée et 2 qui restaient la nuit, donc du coup, on savait plus ou moins gérer, quoi. C'est pas toujours facile, mais on savait plus ou moins gérer. Et du coup, en fait, dans cet abri qu'ils ont créé, il y a eu un appel à bénévoles, du coup, parce qu'ils ont eu un certain, je ne sais pas l'enveloppe exacte du subside, mais elle était insuffisante visiblement pour recruter le nombre d'éducateurs habituels pour ça, en fait. Donc, du coup, les personnes qui prêtent les locaux, c'est ceux de Don Bosco, donc c'est-à-dire un truc privé, du coup, vont faire un appel à bénévoles pour du public, ce que je trouve complètement hallucinant encore une fois. Et donc voilà, ici, nous dans le sans-abrisme, on sait bien que 90% des structures, et même hors du sans-abrisme, dans beaucoup de structures, elles ne tourneraient pas sans bénévoles, concrètement. Et c'est peut-être aussi le fond du problème, c'est qu'on s'est habitué aussi à ce fonctionnement-là. On est dans un fonctionnement où c'est devenu pour nous normal que les abris de jour, les abris de nuit, les différents centres d'accueil par rapport aux diverses problématiques avec lesquelles on peut travailler fonctionnent avec des bénévoles. Les écoles de devoirs, prenons que ça aussi, c'est quasiment que des bénévoles. Les maisons de jeunes fonctionnent aussi énormément en bénévoles, etc. Donc du coup, je pense que je peux citer toutes les institutions sociales qui existent et le dire. Et donc, on s'est habitué à ce fonctionnement, mais je crois qu'à un moment, il faut se déshabituer un peu et prendre un peu de recul par rapport à ça et dire, en fait, non, c'est pas normal. Les bénévoles, ils sont là pour épauler. C'est une très bonne chose qu'on ait des gens qui sont issus de la vie citoyenne, de la vie associative, qui puissent nous aider, mais ils sont pas là pour suppléer. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale sur laquelle, je pense, on doit lutter. Et donc voilà, c'est clair que, comme tu dis, il y a des interlocuteurs directs avec lesquels on peut travailler et avec lesquels, face auxquels on peut se confronter aussi en quelque sorte, ne serait-ce que la ville, le CPAS, de fait. C'est des gens auxquels on peut demander des subsides pour beaucoup de nos ASBL. On peut leur demander aussi de faire des trucs sur fonds propres, etc. Mais voilà, quoi. C'était juste pour aborder vite fait la question bénévole que je trouvais assez fondamentale, quoi. On a commencé. Mais je trouve que c'est super intéressant que tu en parles. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle parce que c'est vrai que donc je découvre un peu toutes vos réalités là et que dans beaucoup de luttes dans laquelle je suis active et tout ça, surtout dans les luttes du coup féministes, mais pas que. Je veux dire, il y a la question du travail gratuit et invisible qui est centrale et on l'a beaucoup eu là, donc avec les questions féministes de au fait qui prend soin les malades, qui compense, qui s'occupe des enfants à la maison, et aussi en termes du secteur de la santé, quoi, donc tout le travail dévalorisé et invisible. Et c'est super important que vous le souligniez, quoi, qu'il y ait aussi en fait tout le social, qui est un secteur énorme et super diversifié, quoi, comme on l'a entendu, qui dépend de toute une série de personnes qui travaillent gratuitement, quoi. Et que du coup, encore une fois, tout ce qui est essentiel un peu au bien-être et à ce que les gens survivent, on ne le prend pas en charge. Et, je veux dire, on ne le prend pas en charge du tout. Puis finalement, on se dit que c'est tellement nécessaire que bon, quelqu'un le fera bien gratuitement parce que sinon, voilà. Et que voilà, alors même qu'on vit dans un monde qui pousse vers la marchandisation, l'individualisme et tout ça, le capitalisme dépend encore structurellement de tout ce travail gratuit, quoi. Et je pense, ça, c'est un lien. En tout cas, si on parle donc pas en termes d'action concrète, mais en tout cas en termes de revendication, je pense que c'est encore une fois un truc qui relie nos luttes, quoi. Toute cette question c'est même pas du travail salarié dévalorisé, ça c'est clair, ça on le savait, quoi, mais encore toute cette dimension du travail purement et simplement gratuit, quoi. Ça m'interpelle en tout cas. Voilà. Et je sais pas, du coup, si quelqu'un veut réagir, j'ai une réaction ici. Si les personnes qui sont connectées veulent réagir, écrivez juste votre prénom dans le chat et je vous donnerai la parole. Et pour l'instant, j'ai Jérémy ici. Je sais pas si tu veux. On fait des. Après, il y a 2-3 personnes qui peuvent venir ici aussi. Bonsoir tout le monde.
Donc, je ne travaille pas dans le secteur social en tant que tel, je travaille dans l'associatif, même si j'ai bien entendu la remarque de Simon. Je voulais juste faire un petit point d'info sur les liens qu'il peut y avoir entre tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure et la dette publique à Liège ou ailleurs. Je vais essayer d'être clair, mais en gros, des trucs qui existent ici et dans d'autres communes wallonnes, c'est ce qu'on appelle le CRAC. Alors, on s'en fout de son nom, mais c'est une forme de petit FMI régional, donc de la région wallonne, qui dit, entre autres choses, aux communes qui sont surendettées ou en tout cas qui ont du mal à payer leurs dettes, comme c'est le cas de Liège, qu'elles doivent faire des efforts, etc., dont le CPS. Et pas seulement, mais par exemple, les derniers jours, Christine Defraigne a dit si on veut instaurer une taxe sur les salons de prostitution, c'est aussi parce que le CRAC nous demande d'aller plus vers l'équilibre budgétaire, nanani, nanana. Donc, le CRAC est souvent utilisé soit comme excuse, soit comme problème, j'ai envie de dire, pour justifier des choix politiques de la commune et pour dire un peu ce que Diamela mettait sur la table tout à l'heure, qu'il n'y a jamais l'argent, ou il n'y a jamais le temps, ou il n'y a jamais moyen, on ne peut jamais répondre aux besoins. Et donc, pourquoi je mets ça en avant? Parce que je pense que c'est un peu un piège qu'on a, enfin que juste cette dette, indépendamment d'où elle vient, on a essayé de l'analyser avec un collectif il y a quelques années qui s'appelait l'audit citoyen de la dette à Liège, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais et donc, c'est des liens qu'on fait un peu moins avec les luttes en cours à Liège, qui butent très régulièrement sur une réponse de non-recevoir parce qu'il n'y a plus de sous, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de moyens, ce qui est totalement faux. Mais bon, voilà, c'est tout un travail de déconstruction des finances publiques et de la dette, entre autres. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une des pistes, je pense, même si ce n'est pas du tout la seule, évidemment, c'est juste une piste complémentaire, c'est de pousser le CPS notre CPS et notre commune à désobéir au CRAC et au-delà du CRAC, donc au-delà de cette instance qui n'est pas élue d'ailleurs, où c'est juste des experts qui n'ont pas de compte à rendre et tout ça, de désobéir à la manière dont le financement public fonctionne et à la dette actuelle pour que ça ne serve pas d'excuse pour dire qu'on ne peut pas faire autrement et donc que la dette soit utilisée pour restaurer, comme vous avez dit, une marchandisation de tout, en fait, dont le social. Je pense que c'est un des outils utilisés pour faire cette marchandisation. Et donc, une des pistes, c'est de ne plus payer cette dette. Voilà. Mais peut-être tu peux... Attends. Mais est-ce que tu peux clarifier, si tu le sais, mais du coup, c'est quoi la procédure, entre guillemets, donc tous les X temps, le CRAC fait un rapport sur ce qu'il pense des comptes publics et donne des recommandations à la commune, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ce truc, il existe depuis les années 90. Et on va dire qu'à l'inverse du FMI, un point qui est positif, c'est qu'on n'est pas censé le rembourser avec beaucoup d'intérêt ou quoi. On est censé le rembourser juste ce qu'on lui a emprunté, voire parfois il fait des dons. Mais c'est toujours conditionné. Donc ça, c'est le point commun avec le FMI, c'est que ce n'est pas juste pour vous sortir la tête de l'eau, c'est pour que vous changiez vos politiques parce qu'ils estiment que vous gérez mal votre budget et que lui a les bonnes solutions. Et donc, je le répète, c'est une instance qui n'est pas du tout élue, où il n'y a que des experts dont les rapports n'étaient pas publics. Et donc, c'est nous, avec Transparentia, qui avons exigé que les rapports annuels soient publics. Mais les rapports que le CRAC fait pour chaque commune, donc c'est une fois par an généralement, donc c'est toutes les communes qui sont sous plan de gestion, ils appellent ça. Donc c'est en gros, on vous aide en vous filant de la thune, mais en échange, on vous écrit un plan de gestion que vous devez appliquer et votre budget que vous votez chaque année doit rentrer dans les lignes de ce plan de gestion. Et donc, ce plan de gestion, il n'est pas accessible au public. Donc ça, c'est une de nos revendications depuis, je sais pas moi, 10 ans, c'est de demander que ces plans de gestion soient évidemment accessibles au public qui sont concernés et qui payent dans les faits cette dette-là. Et pour donner un exemple, je ne saurais plus dire quelle année c'était, 2016 ou quoi, le CRAC qui envoie une lettre à la commune de Verviers en disant le centre, donc régional d'aide aux communes, le CRAC, regrette la maigreur des engagements pris par le CPS de Verviers en vue de résorber le déficit prévu à l'exercice global
Ainsi, le centre rappelle les obligations incombant au CPAS en vue de résorber cette situation, blablabla, la suspension de la régularisation des traitements des articles 60, les efforts complémentaires à intégrer dans les modifications budgétaires relativement à la masse salariale, etc. Donc, ouais, ça, c'était juillet 2016. Donc, le CRAC se permet en effet d'intervenir directement dans les choix budgétaires et donc politiques de la ville. Mais ces informations-là, on les a eues un peu par chance. Elles ne sont pas publiques. Et donc, c'est une des pistes que, voilà, ce n'est pas forcément vous qui devez faire ça, vous faites déjà plein de trucs, mais nous, on pourrait essayer de continuer à faire ce genre de taf. C'est essayer de vérifier ce que le CRAC essaye d'imposer au CPAS de Liège et à d'autres structures financées par la commune. C'est bon? Ouais, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir? Non, vas-y. Je donne la parole à la pièce d'à côté. Aussi rebondir sur la en tant que bon, ancienne usagère de CPAS, migrants et pauvres, sur la situation de que même dans les travailleurs sociaux, tout ça, que quand tu reçois une aide de CPAS, quand tu es migrant, tout ça, tu es condamné. Ça veut dire que tu n'es plus viable, tu dois être utilisé, tu dois sortir vite fait pour tes études. Tu n'es plus rien, tu dois aller bosser, n'importe où, mais tu vas bosser. Et du coup, voilà, moi, j'ai essayé de faire mes études quand j'étais au CPAS. J'étais refusée au CPAS, j'ai eu d'arrêter mes études pour continuer à avoir des aides de CPAS. Ça veut dire que pour l'unique fait d'être mère célibataire migrant, je n'avais pas droit à continuer à étudier parce que voilà, je suis pauvre, je n'avais pas le droit. Et du coup, ça mettait vraiment la pression de tout ça, de l'essence d'utilité qu'on voit aujourd'hui qui est encore plus poussant vers les migrants. La situation de Covid, tu ne peux pas rester sans rien faire, tu dois être quelque chose, tu dois être utile pour la société. Oui, et du coup, moi, pour rebondir là-dessus par rapport à la situation étudiante, étant donné qu'il y a il y a de plus en plus d'étudiants dans la précarité qui sont du coup dépendants du CPAS ou inclus, en fait, ça souvent des horaires de presque temps plein où nous sommes considérés comme des éducateurs. En plus de ça, nous avons toujours une pression permanente de réussir auprès du CPAS qui nous menace souvent de nous retirer du programme si nous n'avons pas un taux de réussite suffisant. En plus de ça, beaucoup d'étudiants vont du coup hésiter à demander de l'aide, tout simplement parce que ils ont justement cette pression est tellement forte qu'ils ont peur d'être soumis à ça. Mais donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont toujours jongler entre les études, un job étant qui n'est souvent pas très bien payé et qui avec des horaires assez aléatoires. En plus de ça, nous avons les stages en tant qu'éducateurs et des comptes à rendre au CPAS en permanence. Ouais, donc voilà. Je connais bien le stagiaire de là. Ouais. Ouais. Et tout ça aussi pour parler que dans des quartiers, la violence structurelle liée au CPAS et à l'aide sociale va crescendo. Dans les quartiers comme Bressou, mon quartier, c'est un des quartiers où on voit que les aides sociales sont chaque fois plus difficiles à tenir. Il faut faire vraiment un peu de magie pour avoir accès à l'assistance sociale pour t'accompagner dans les démarches. Et il y a chaque fois moins de services dans les quartiers. Ça veut dire qu'un quartier Bressou où la population migrante est énorme, où la quantité d'enfants est énorme, il n'y a pas assez d'écoles de devoirs, il n'y a pas d'accompagnement pour les jeunes, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de places de jeu pour les enfants. Il y a 4 ans, elles ont commencé à lever les places de jeu pour les enfants avec l'excuse dès qu'il y avait des jeunes pour la nuit qui prenaient la drogue, des trucs, chose qui arrive partout sur Liège, mais avec ça, ils ont élevé des jeux d'enfants. Et ça, comme collectif, c'est une question qui nous énerve, qu'on a vu le confinement venir. On a vu qu'il n'y avait pas de solution pour les jeunes, pour les enfants et tout ça. Et qu'ils sont des quartiers que nous, en tant que collectif, on souhaite intervenir, on souhaite aller prendre notre place
et aller faire des interventions dans des quartiers, dans la lutte, d'engager aussi les gens pour ensemble essayer de demander des vraies aides, ça pas de demander ce qui nous appartient, que c'est une correcte subvention dans les quartiers, des inversions et création de services. Il n'y a même pas régie des quartiers, il n'y a plus rien. Et on est forcé à laisser nos enfants, je ne sais pas où, pour aller à nos inscrits au forum, pour aller faire des démarches avec des choses que c'est impossible et ingérable. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a Mohamed qui aimerait... Ouais. Et du coup, on te laisse la parole. C'est gentil de modérer. Mais oui, bah alors Mohamed, vas-y rapidement, et puis, enfin, ou pas rapidement forcément, mais pour qu'on garde un peu de temps. Comme tu veux, moi je peux aller rapidement, mais voilà. De tout ça, et vas-y, je te laisse la parole. Ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed, je suis gestionnaire d'une SBL qui accompagne des personnes handicapées On ne t'entend vers pas. la création d'activités. Désolée. Je crois que c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Ah voilà. Je pourrais aller dans le vide à un moment donné, je me suis dit, il y a un problème là. Donc, je répète, je m'appelle Mohamed, je suis verviétois, je gère une SBL qui accompagne des personnes handicapées vers l'emploi inclusif pur et dur au sens de la Convention de l'ONU, à l'article 27 qui garantit maximum de droits fondamentaux en tant que travailleur chez les personnes handicapées. Et en fait, c'est juste pour un petit peu rebondir par rapport au CRAC. Si j'ai bien compris, le CRAC dessine la gestion, entre guillemets, financière des communes. Et en gros, les communes sont obligées de se prosterner au budget que le CRAC propose. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Si c'est vraiment ça, il faut quand même dire clairement que toutes les communes... Pardon? En théorie, elles ne sont pas obligées, mais c'est un peu l'habitude, quoi. Oui, bref, mais ouais, je comprends mieux. En fait, ouais. Mais si c'est vraiment le cas, et si les communes ne corrigent pas vraiment le tir par rapport à ce que le CRAC propose, je peux comprendre qu'on est clairement dans la merde au niveau des communes, tant wallonnes que bruxelloises, en fait, hein. Tant au niveau de l'inclusion que du reste, quoi. Donc ça, je trouve ça assez comment dire, déplorable. Et d'une autre part, moi, depuis le début du confinement, je ne cesse d'accompagner des personnes qui se font reballer comme des merdes par des médecins de la VIC ou du SPF parce qu'ils ne sont pas reconnus réellement comme handicapés, quoi. Tant au niveau des points qu'au niveau de la reconnaissance en tant que telle. Donc, je suis obligé d'introduire des recours en collaboration avec la SPH, donc l'Association socialiste des personnes handicapées du réseau Solidaris. Et ici, malheureusement, comment dire, les inégalités entre les valides et les personnes handicapées ne cessent de se creuser depuis le début de la deuxième vague également. Donc, du coup, ici, je me pose vraiment la question, est-ce que ces politiques qui savent mieux que nous, apparemment, sont conscients de toutes leurs futures mesures et les mesures actuelles, ou bien ils nous prennent vraiment comme des cruches en disant que, écoutez les gars, voici 50 € tous les mois, en plus de votre allocation, et puis le reste, démerdez-vous, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi que nous, en tant que travailleurs sociaux, enfin, comment dire, faisons preuve de plus de pression au niveau des gouvernements et surtout au niveau des mutuelles et des syndicats, parce qu'on sait tous qu'ils sont partout au niveau de l'appareil de l'État. Et ceux qui savent mieux qu'eux, entre guillemets, c'est nous, quoi. On est sur le terrain, on rencontre notre public cible, que ce soit des migrants, que ce soit des SDF, que ce soit des personnes handicapées, des malades ou des personnes âgées. Enfin bref, on a mieux, enfin je veux dire qu'on a un regard et une analyse profonde par rapport à nos thématiques, quoi.
Donc, si on ne les écoute pas, soit on va dans la rue, même si ce n'est pas trop mon premier choix, ou on essaye de comment dire, de nous imposer, quoi. Parce que quand tu vois le mec qui gère Samy, je ne sais plus comment, celui qui gère le département Asile et Immigration, je pensais vraiment qu'il allait nous mettre un gros poids de rupture par rapport aux politiques de maire de Franken. Mais là, en fait, tu constates que non. Ici, il va appliquer très fermement, mais humainement, ou humainement ou fermement, enfin le mot que tu veux, ou le sens que tu veux. Et ici, voilà, ici, ils vont carrément nous faire crever, quoi. Donc, voilà, il faut qu'on soit 10 fois plus sur le terrain pour qu'on montre que nous aussi, on existe et qu'on a besoin de solutions inclusives et durables, surtout. Voilà. Merci. Donc moi, j'ai une question. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici veut intervenir ou pas, mais donc tu es la deuxième personne qui... Pardon? Ouais. Ok, bah justement, c'est une question, donc peut-être tu peux répondre au passage. Tu es la deuxième personne, il y avait Xavier aussi qui parlait de faire pression sur les politiques en tant que travailleuse sociale. Et donc, moi, je me demandais si pour vous, quoi, pour le collectif Travail Social en Lutte, est-ce que ça fait partie de vos objectifs et de vos envies, ça, de faire de l'interpellation politique, ou est-ce qu'on est plus dans de la mobilisation de gens dans la rue, de travailleurs, de travailleuses, de bénéficiaires, et donc, selon la réponse aussi, où est-ce que vous avez envie ou besoin de soutien, quoi. Et puis, je ne sais pas ce que tu voulais dire d'autre, mais à toi la parole. Oui, en fait, comme collectif, notre idée, c'est interpeller partout, être présent partout. On n'est vraiment pas, on n'est pas un groupe homogène, on est vraiment différents avec des différentes inquiétudes. Il y a des gens plus proches des syndicats et des gens plus proches des autres types de collectifs. Ça veut dire qu'on est ouvert à tout. Toutes les personnes qui viennent à participer avec nous peuvent amener des propositions, peuvent amener des voies, des routes qu'on peut suivre. On soutient tout et l'idée, c'est d'être présent partout, en fait. On n'a pas ciblé, on va travailler que ça et on travaille partout. Moi, je suis plus pour aller dans des quartiers, pour aller porte à porte pour défendre nos revendications, mais des autres sont plus partants d'aller faire la politique plus institutionnelle. Et à qu'une des deux, ça dérange à personne. On est vraiment un groupe ouvert à tout type de propositions. Et comme on avait dit, on fonctionne pour des assemblées où on essaie de se voir au minimum une fois par mois pour établir la ligne de travail. Les assemblées sont ouvertes? Oui, c'est toujours ouvert. Tu sais dire la date de la prochaine? Vous l'avez déjà ou pas? Vous l'avez pas encore? On vous tiendra informé en tout cas. Ok. Et dans les assemblées, du coup, c'est les moments où vous justement réfléchissez à quelles actions, etc. vous avez envie de mener, les revendications communes, tout ça ou, en fait, on est un peu... On fonctionne selon les initiatives et l'énergie des gens. Ça veut dire si, par exemple, moi, je propose, par exemple, les 15 novembre à Bressou, aller organiser quelque chose dans la rue, les gens peuvent venir, peuvent me suivre, on peut être amené à travailler avec des autres collectifs, par exemple, je ne sais pas, le 8 mars, pour aller organiser quelque chose dans la rue et parler avec des gens des quartiers et proposer justement en fonction des besoins des gens des quartiers. Ou on peut aller dans une voie plus... on peut y aller comme on veut, en fait. On fonctionne vraiment avec les initiatives de chacune de nous. Donc, c'est vraiment quelque chose de super ouvert. Et comme ça, je ne sais pas, les 15 novembre, c'est une bonne date pour sortir dans la rue avec tout. Je crois, je ne suis pas sûre, mais peut-être 13h ou tout comme ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. C'est un dimanche. C'est un dimanche, il y aura le soleil sûrement, et les gens seront dans la rue tout le long, tout comme ça, en place. Je ne sais pas. Ok. Je sais pas s'il y a des envies
de parler de quelque chose en particulier. À la base, on s'était dit que ça pourrait être chouette, vu qu'il y a différents collectifs qui sont là, de partir sur des trucs concrets, mais c'est un peu compliqué avec ce format, je trouve. Mais, quelqu'un veut s'exprimer. 2 personnes veulent s'exprimer. Donc d'abord, Max, je te donne la parole. Moi, ça va être... Bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend. Vous m'entendez là? Oui. Je pense que ce serait peut-être mieux personnellement que j'intervienne après parce que moi, en fait, j'ai envie d'un peu mélanger mon ressenti et mon vécu. Parce que du coup, je suis aussi, moi, au CPS et normalement, je devrais être à la rue en train de mendier avec un pot. Et en fait, à force des années, j'ai dormi en fait donc à la rue. Et de dormir à la rue, on n'a pas le choix. J'étais obligé d'ouvrir un bâtiment vide, donc aux yeux de la loi, rentrer par effraction chez quelqu'un pour pouvoir m'abriter, pour pouvoir m'héberger. Heureusement, il y a nos ancêtres qui se sont battus pour qu'on ait des droits et je crois que notre devoir à tout à chacun, c'est de faire valoir ses droits et de grandir d'ailleurs, droit en fait. C'est-à-dire que on subit la loi écrite par d'autres tant qu'on ne sera pas capable de se réunir ensemble pour carrément nous-mêmes établir les règles auxquelles on consent à s'y soumettre et pas à discutailler entre nous des règles qu'on nous impose, qu'on pourrait ou pas utiliser ou pas. Il y a vraiment un problème de fond, c'est-à-dire qu'on nous a menti depuis qu'on est né. Quand on nous a menti depuis qu'on est né, c'est-à-dire que depuis 1500 ans, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et avec l'élection, on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Du coup, suite logique des choses, c'est que les pires gouvernent. Ça, tant qu'on utilisera l'élection comme moyen de faire de la politique, on mettra les pires au pouvoir. Ça, c'est une question de logique. C'est pas une question de on a envie ou machin, la gauche c'est bien, la droite c'est mal ou machin. Non, non. La gauche et la droite, c'est pas ça faire de la politique. Faire de la vraie politique citoyenne, c'est-à-dire ne plus être au service des banques, c'est-à-dire instituer nous-mêmes notre propre banque, les propres règles, la banque que nous on veut bien s'y soumettre, c'est-à-dire un nouvel argent qui ne serait pas spéculable, qui ne serait pas spéculable à la bourse, qui ne serait pas rentré à Wall Street. Donc tout ça, c'est un gros jet là que je fais comme ça. C'est tous des petits détails à prendre. En fait, il y a vraiment le pouvoir, il faut qu'on le mette à notre service, quoi. Il y a trop de gens qui sont là contre le pouvoir, contre le système, et division du travail existe. Du coup, on a besoin d'échanger. On a besoin d'échanger les uns les autres et l'argent est normalement l'outil merveilleux qui nous sert à mesurer nos échanges de biens et de services à balance mutuelle. Et comme on ne s'occupe pas du fonctionnement des banques, c'est une petite castre des gens qui s'occupent des banques, du coup, les banques profitent à une petite castre de gens. Et donc, tant qu'on ne s'occupe pas vraiment des 5 piliers du pouvoir, il y en a peut-être plus, mais moi, c'est dans toutes mes recherches depuis 2012, je m'informe. Avant 2012, moi, j'étais le plus beau des moutons qui puisse exister. Et du coup, moi, je devais être normalement chef d'entreprise. Hein. J'aurais pas dû être là. Donc, moi, en fait, mon vécu maintenant, depuis 4 ans, j'ouvre des bâtiments vides pour pouvoir, moi, m'héberger et héberger aussi des gens qui sont à la rue. Je pense que on parlait de désobéissance là tantôt. Il faut pas attendre que la commune désobéisse. Il faut que nous tous, chacun, à notre propre valeur, on obéisse au bien et qu'on désobéisse au mal. C'est-à-dire que moi, j'ai rien fait pour qu'un bâtiment soit vide. Il y a plus de 40 000 bâtiments vides qui sont ici à Bruxelles. Je parle pas de la Belgique, je parle juste de Bruxelles. Et là, il ne tient qu'à nous tous, de chacun, de désobéir, d'arrêter de payer un loyer et de faire vivre la machine contre laquelle on est contre.
Et moi, ouais, c'est un chemin de vie. J'ai dormi à la rue. Et en même temps, ben, c'est un choix parce que moi, j'ai les papiers. Je suis pas sans papiers. Je peux faire les démarches au CPS en Wallonie où j'étais et j'aurais eu mon petit loyer à 200 € et tranquille, je serais en Wallonie dans les prés là où j'ai envie de retourner. Mais bref, du coup, depuis Bruxelles, j'en ai appris pas mal de choses sur 4 ans. Moi, j'ai pas d'ASBL, j'ai pas de... Moi, je suis moi. J'agis en fonction de moi et du coup pendant le confinement il y a eu un home que j'ai ouvert où il y a 4 étages avec 9 apparts par étage où ben voilà ça fait des places pour des gens qui arrêtent d'être à la rue. Moi je ne peux plus aller élire un maître et attendre qu'un maître va prendre les bonnes décisions. Moi je n'ai rien demandé pour que ce bâtiment il soit vide et je fais valoir mes droits humains de pouvoir ouvrir ce bâtiment, que même que je n'ai pas l'autorisation, ben je l'ouvre et j'héberge les gens. Et je pense que si on serait une communauté à s'entraider les uns les autres et à ne pas être contre le système, mais pour le propre système que nous, on veut, eh ben, je pense que le système actuel, il tomberait de lui-même. Voilà, c'est juste un petit jet comme ça et moi j'ai encore tellement de choses à dire mais voilà, c'est vrai que là je tremble un peu, le sujet il me prend, c'est moi, c'est ma vie, je vis depuis 2012 de m'informer, de changer ma vie, de me changer moi, changer le système parce que c'est en me changeant moi-même que je vais changer le système et c'est bien de le dire, de le comprendre mais il y a le faire et le vivre qui est un autre pas, un autre cap à passer. Et voilà, je voulais juste partager mon expérience et mon ressenti de ces discussions. Et en tout cas, je tenais à dire à chacun d'entre vous merci d'être là, merci de prendre le temps et de faire des réunions comme ça. Je pense que c'est très important. Voilà. Merci à toi, Max, et merci de rappeler que effectivement c'est bien beau de parler de toutes les initiatives qu'on pourrait tenter de faire en termes d'interpellation politique, etc. Mais voilà, qu'il faut rappeler que finalement, c'est s'organiser nous-mêmes qu'il faut aussi, que c'est désobéir et c'est de s'auto-organiser dans des manières qui nous semblent plus justes et de radicalement remettre en question tout ça et pas juste... je veux dire, la plupart d'entre nous ici ne sont pas dans des positionnements réformistes, mais plus dans des positionnements de changement radical, mais on essaye de faire avec ce qu'on a aussi. Mais donc, merci de le rappeler. Et voilà, et donc je laisse la parole justement à Xavier qui voulait parler de la stratégie communale, mais qui est importante aussi, comme tu l'as dit, Diamela. En fait, voilà, il faut qu'on continue à ne pas être contradictoire dans nos façons de lutter, mais de tenter de se renforcer les unes les autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, je laisse la parole à Xavier et il va nous rester grand max 30 minutes après ça. Enfin, maintenant, il nous reste grand max 30 minutes. Donc, peut-être qu'après la prise de parole de Xavier, s'il y a des personnes qui veulent dire ce qu'ils ont retenu et s'il y a des pistes sur lesquelles elles ont envie d'avancer, ou juste si ça fait du bien de parler, témoigner, on peut faire ça aussi. Mais bref, je laisse la parole à Xavier. Ou Gabriel, d'ailleurs. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est Gabriel ou si c'est Xavier. On ne t'entend pas, mais cette fois, c'est pas moi. Ah. Ça devrait aller maintenant. Xavier est parmi nous toujours. Demain, ouais. Ben, je crois qu'il est parti. Merci pour l'échange. Ben, je crois que Xavier est parti. Donc, si quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose, c'est le moment, c'est l'instant. Non? Ah, Max, tu as coupé le souffle à tout le monde. Apparemment.
Vas-y. Sinon, il y a eu un reportage qui a été hier, Hold Up, qui parle notamment du coronavirus parce qu'il faut arriver à prendre le sujet pour pas que le sujet nous prenne, parce que c'est souvent le sujet qui nous prend et pas nous qui prenons le sujet. Et pour ça, il faut prendre l'information et pas que l'information nous prenne. Pour ça, il y a vraiment un très bon reportage de 2h47 qui est sorti il y a une semaine, je crois, un truc comme ça, c'est Hold Up. J'ai eu le lien vidéo, mais c'est Vimeo, il y avait un code, il était valable jusqu'aujourd'hui, 8h du matin. Sinon, moi, je l'ai sur clé USB, je l'ai téléchargé du coup. Et je sais pas s'il y a moyen de faire une petite communauté comme ça, de s'échanger les informations. Ça pourrait être sympa. Sûrement. Et il y a une prise de parole ici. On t'entend. Ouais, c'est ça. Là, okay, cool. Moi, je voulais remercier Max pour son intervention et juste dire, tu m'as fait penser au front anti-expulsion à Bruxelles, je ne sais pas si tu connais. Et je dis ça parce que, en gros, en 2 mots, c'est un front qui avait lancé des tentatives de grève de loyer pendant le confinement, enfin la première vague, et donc qui soutenait aussi les occupations illégales dont tu parlais. Et là, maintenant, il y a une tentative d'essayer de se constituer par quartier pour empêcher les expulsions qui sont soi-disant il y a de nouveau un moratoire soi-disant, mais il y a quand même eu des expulsions illégales et il y en aura sûrement beaucoup avec ou sans moratoire par la suite. Du coup, c'est une tentative un peu comme en Espagne ou dans d'autres pays d'essayer de bloquer physiquement ces expulsions et de se soutenir entre familles qui sont menacées d'expulsion. Et je trouve que c'est un bon exemple de, tu vois, ce que tu disais, organisons-nous nous-mêmes pour ce qu'on veut, et donc, entre autres, avoir toi. Mais en faisant ça, on sait que le pouvoir, même si on n'a pas envie d'être contre le pouvoir, lui, il va être contre nous, quoi. Et du coup, on est obligé de s'organiser pour se défendre face à lui. Et je trouve que le front anti-expulsion, c'est un bel exemple que malheureusement, c'est pas nous qui choisissons la confrontation, mais elle est là, quoi. Et ouais. Merci, du coup. Du coup, ouais, je suis effectivement dans 2 groupes différents de front anti-expulsion. Et d'ailleurs, il y a des idées parce que bon, il y a l'expulsion quand il y a le juge qui a dit, qu'il y a l'huissier de justice avec la police qui est là. Là, il n'y a pas moyen. Si on fait des barricades, c'est juste une question de temps. Ils vont nous déloger. Mais par contre, il y a une brigade de clowns. On a réfléchi à ça pour faire une brigade de clowns et on compte faire des réunions bientôt si ça intéresse des gens pour des mises en situation et donc essayer de rendre le flic qu'il se rende bête quoi de ce qu'il fait quoi, de se rendre compte de ce qu'il fait en fait, parce que je pense qu'ils sont tellement dans leur bulle que si on leur explique pas, si on parle à un flic, il y a un flic qui nous répond, et je pense que si on apprend à parler à un humain, il y a peut-être un humain qui va nous répondre. Et donc ouais, il y a des 2 groupes qui se forment là, front anti-expulsion. Si ça intéresse des gens, je peux mettre dans les groupes, quoi. Je te propose de laisser ton mail. On va pas non plus tous raconter en détail sur Zoom. Donc laisse ton mail dans le chat. On pourrait mettre les personnes intéressées en lien après. Mais effectivement, là, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. C'est justement tout ce qui est droit au logement, squat et tout ça, qui est encore une autre dimension de la question. Mais je vois que Xavier est de retour parmi nous. Xavier qui voulait intervenir et qui avait disparu. Donc... Oui, désolé, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug total. J'essaie de faire court et le plus possible. Oui, juste, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. Donc, je trouve que parmi les messages qui étaient très très forts au début du confinement et de la crise Covid, c'était la volonté du gouvernement fédéral de voir les secteurs à renforcer. Et dans les secteurs à renforcer, en fait, on a très peu parlé, comme on l'a déjà vu tous ensemble et comme on l'a tous bien vécu, je pense aussi. On a très peu parlé du non-marchand et c'est très large.
il y a aussi l'enseignement dans lequel on a des tas de personnes qui travaillent sur des tâches qui ne sont pas à proprement parler de l'enseignement, mais qui sont présents dans les écoles tous les jours, qui sont aussi sous-payés, sous-employés, qui relèvent de l'ALE et qui ont des tâches d'accompagnement pourtant des enfants qui sont essentielles. Ça, c'est un exemple. Je voudrais partir un petit peu de la situation. Moi, je suis à Jean-Blou, donc c'est pas loin de Namur, et je pense que vous situez un petit peu. Et donc, en 2017, quand on a commencé à travailler sur la motion Jean-Blou ville hospitalière, on avait entre 900 et 1200 personnes sur 25 000 habitants dont on ne savait pas quel était leur revenu, leur moyen de subsistance. C'était la réalité. Et à côté de ça, étonnamment, on avait également un CPS qui était en bénéfice, qui était très largement en bénéfice, et auquel il manquait 2 travailleurs temps plein et demi. Parce qu'on peut couper un travailleur en 2, hein, ça tout le monde le sait, quoi. Et donc, en fait, nous, on a démarré avec cette situation-là en 2017, puis on a porté la motion Jean-Blou ville hospitalière. Et moi, personnellement, je suis très, très accroché à une stratégie qui s'appelle le municipalisme libertaire. On pourrait parler de communalisme libertaire, et qui justement prône une application au niveau local pour commencer, et petit à petit, on remonte les niveaux de pouvoir afin de démonter le système et le mettre face à ses propres contradictions. Ça, c'est pour moi, à mon avis, un outil extrêmement utile. Et donc, cette motion nous a permis de démonter un autre outil qui fait partie vraiment des stratégies du capital, je pense. C'est la mise en concurrence des précarités. On entend souvent leurs pauvres, nos pauvres, oui, mais si on aide un tel, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres? Donc, on est déjà dans une phase où il faut choisir. Et alors, c'est non seulement vicieux parce que ça, encore une fois, ça donne des doubles messages aux travailleurs sociaux, et ça montre également les usagers potentiels ou les personnes précarisées les unes contre les autres. Donc, pour moi, c'est un outil extrêmement utile que ces notions citoyennes. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et ça, c'est là que l'engagement politique et juridique rentre en ligne de compte, et que l'organisation sous forme de collectif est également un outil à prendre en compte, selon moi. À côté de ça, par rapport au CPS, il ne faut pas oublier que, mis à part le CRAC, il y a aussi la Fédération des CPS, qui est extrêmement influente. On a entendu énormément parler d'eux, moi, dans le cadre de l'accompagnement de personnes sans papier, ici au niveau communal. Automatiquement, on ressortait une circulaire ou du moins une recommandation procédurale qui avait été envoyée à la Fédération des CPS et que les CPS locaux étaient censés appliquer de façon verticale. Qui venait directement du bureau de M. Franken, sont des choses qui existent et qui existent toujours. Donc, il y a l'aspect financier, il y a également l'aspect institutionnel, et c'est vraiment de la violence institutionnelle au plus haut niveau à ce moment-là, quoi. Donc, il y a toujours 2 aspects sur lesquels il faut agir. Il n'y a pas que le financier, il n'y a pas que l'administratif, il y a aussi, à côté de ça, je pense, la réalité des travailleurs sociaux qui n'est pas meilleure que celle des usagers, quoi. Il y en a beaucoup qui craquent parmi nous. On entendait tout à l'heure, oui, faire 10 ans dans un secteur, c'est un choix courageux, c'est un choix difficile. Moi, personnellement, je porte un projet pendant 3 ans, là où il y a un vide institutionnel, et ensuite on construit quelque chose. Quand ça tourne, après, quand c'est rentré dans la législation, quand il y a des procédures qui sont mises en place, quand il y a des budgets qui sont alloués, c'est un outil qui est dégagé pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut savoir... c'est un travail de longue haleine, en fait, et de mise en connexion de tas de personnes. Et c'est surtout un travail de solidarité sociale. C'est une prise de conscience qu'on est tous dans la même galère, que ce soit les usagers ou les travailleurs sociaux. On est tous des sparadraps sur des plaies immondes et suppurantes. Et voilà, c'est pas évident du tout à vivre pour nous. Donc, je pense qu'à côté de ça, il faut savoir agir sur le long terme. Et je tiens à adresser tout mon respect à Max, parce que le droit au logement, c'est un des droits les plus durs à faire respecter au niveau communal.
parce qu'il y a tout un système mafieux, il y a tout un système de promotion immobilière qui font que ce droit élémentaire qui permet aux personnes d'avoir une base stable, un cadre sécure où se poser, est impossible à offrir aux usagers. Voilà, je voulais juste arrêter là-dessus. Et à côté de ça, il y a toujours des ouvertures. Il y a des conventions internationales, y compris dans le droit des personnes handicapées, qui existent. Et vraiment, il y a tout un côté juridique aussi à la lutte, sur lequel il ne faut pas hésiter à faire appel à des compétences qu'on peut rencontrer autour de nous. Dans certains services, on a le RWLP. Nous autres, plus pour les personnes migrantes, on a le CAI, avec lequel on travaille énormément. Il y a des ONG également qui peuvent se révéler utiles. Donc, vraiment, il faut faire feu de tout bois, et je pense que des partenaires, il y en a. Et il ne faut pas non plus, je pense, hésiter à utiliser les médias pour leur montrer la réalité, notre réalité, la réalité des usagers. Ça, c'est choc. Ça, c'est choc, et ça passe en général très bien, quoi. Voilà, je vais juste m'arrêter là-dessus. Merci. En parlant de réalité des usagers, justement, moi j'avais envie de partager une initiative qui existe sur Liège. C'est peut-être le bon moment de le faire, étant donné qu'il y a justement des personnes ici qui travaillent dans le social et tout ça. Donc il y a un groupe de personnes qui en ce moment récoltent des témoignages, donc qui peuvent être complètement anonymes. Et dont l'objectif est potentiellement de les porter publiquement, donc en tant que tel, en tant que témoignage, ou de les utiliser pour en tirer des analyses politiques, et donc dont l'objectif pourrait servir justement différents moyens d'action, que ce soit visibiliser des vécus, ou faire de l'interpellation politique, ou mettre en place des revendications. Donc il y a une initiative, une envie en tout cas de rapidement récolter plein de témoignages de personnes invisibilisées, donc notamment les usagers, usagères de différents services sociaux. Et bon, là, vu qu'on est ici, c'est un peu compliqué, mais donc je peux faire lien. Et donc, si vous avez envie, ou si vous êtes dans une position pour récolter des témoignages, justement, vous pouvez me les envoyer. Et je ferai le lien. Et donc, c'est camille@cadpm.org. Je vais l'écrire là dans le chat. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de nourrir ce projet, bienvenue. Et évidemment, je vous tiendrai informé de ce qu'on en fait, quoi, si j'en reçois. Et donc, dont le but est de visibiliser justement les réalités souvent invisibilisées, et de porter des revendications à partir de là. Et éventuellement de se retrouver pour faire des choses ensemble, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, j'ai mis mon mail dans le chat. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a Max qui a mis son mail. Et donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'avoir un mot de la fin. Non, on va juste dire que, vu qu'on a parlé de la grève des loyers et tout ça, c'est une des propositions aussi qui vient de l'Italie. À l'Italie, aujourd'hui, pour le moment, ils sont en train d'organiser des assemblées des quartiers. Ça veut dire que, vu la situation de Covid, vu le manque de financement des services publics, vu le manque d'aide réelle dans les quartiers plus populaires, certains travailleurs sociaux, certains travailleurs de différents domaines sont rassemblés, ils ont été porte à porte dans différents quartiers pour commencer à créer vraiment des assemblées de quartiers, parce que la politique se fait où? Se fait dans la rue. Ils sont en train de reprendre ça dans les mains, et que c'est peut-être une bonne initiative pour nous en tant que collectif, que plateforme, donner voix et peut-être essayer de créer quelque chose pareil. Je ne sais pas si c'est possible dans la mesure où on peut, mais commencer à bouger dans les quartiers où il y a vraiment la besoin, où les gens sont impatients pour retrouver un peu d'énergie, de convivialité, de quelque chose qui puisse nous faire sentir moins isolés, parce qu'avec l'excuse de Covid, ce qu'on a gagné, les gens plus précarisés, c'est la solitude. Et voilà, pour combattre ça, c'est aussi combattre dans la rue et nous rassembler. Voilà, c'était un peu l'objectif aussi d'aujourd'hui, d'essayer de nous rassembler. On n'est pas seul, on est plusieurs dans la même lutte, on est plusieurs dans la même situation de burn-out, de désespération et de précarité, et que si on se met ensemble, peut-être on pourra faire bouger les choses. Et si on ne fait pas bouger les choses, au moins on se va sentir un peu moins seul. C'est déjà pas mal. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ressortent avec des envies et surtout des énergies concrètes, qui ont envie de les partager ou pas?
Non. C'est triste ça. Non, mais non. Ah non, tu n'as pas terminé. Ah non. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez toujours? Oui, ça a l'air d'être venu. Mais ouais, je sais pas ce qu'on veut en conclure. Que déjà, je pourrais faire enfin, en tout cas, tenter de mettre sur papier, enfin pas sur papier, enfin si sur papier, mais dans un mail, les différentes pistes qui ont été évoquées, et les envoyer aux personnes qui ont donné leur mail. Comme ça, si jamais, parce que là, je comprends, il est lundi, il est presque 9h, c'est le couvre-feu, tout ça. Du coup, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on est un peu fatigué. Mais comme ça laisse une trace. Et s'il y a des personnes qui ont envie de se mettre en lien, du coup, ce sera possible. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous avez d'autres idées qui vous viennent après. Et puis, du coup, on se tiendra aussi informé pour l'AG de travail social en lutte. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est que nous, la prochaine rencontre qu'on prévoit, qui devait être en vrai, mais qui du coup sera aussi un format un peu bizarre comme ça, ce sera sur BlackRock, qui est donc le plus grand investisseur mondial en énergie fossile. Et donc, il y a une campagne qui s'appelle Change Finance. Enfin, il y a deux campagnes parallèles. Il y a Change Finance et il y a Show Me Finance, qui sont des campagnes contre BlackRock et qui sont dans des démarches justement de reprendre le contrôle de la finance et de visibiliser les pratiques de groupes comme BlackRock. Et la raison pour laquelle là maintenant elle s'est mise en place, c'est parce que BlackRock, qui est donc le plus gros investisseur mondial en énergie fossile, il a été nommé par la Commission européenne pour les conseiller pour établir des règles de finance écologique et durable. Et donc voilà, donc c'est eux qui vont a priori conseiller la Commission européenne sur leur politique de finances verte. Donc voilà, donc il y a toute une campagne et donc il y a quelqu'un qui suit de près tout ça et qui milite, qui sera avec nous pour en parler. Et donc ça, ce sera le 14 décembre, si vous voulez noter la date. Et voilà, c'était juste pour info. Mais donc ça, c'est un autre sujet, mais ça fait encore partie des initiatives pour un peu reprendre le contrôle de ce qui nous arrive. Donc, je vous tiendrai informé là-dessus aussi. Et voilà. En tout cas, moi, j'étais contente que ça permette déjà de se rencontrer, tout ça. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Et sinon, je crois qu'on va aller se coucher bientôt. Ouais, je tiens à remercier encore une fois tout le monde d'être là, d'avoir fait ces échanges. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a plein de choses qui se passent et que la communication, elle est très importante. Merci à vous d'avoir fait ça en tout cas. Merci à tout le monde aussi, et puis on espère se voir un jour en vrai, parce que c'est quand même plus facile d'échanger, de s'organiser et de réfléchir à des trucs. Enfin, moi personnellement, je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à modérer ces trucs-là comme ça. Mais... Voilà. On s'en est. Si jamais vous manquez d'un lieu, je peux avoir dans Bruxelles, quoi. Dans Bruxelles, j'ai chez moi, par exemple, où j'ai un salon où c'est chauffé. On peut se voir là. C'est gratuit. Du coup, voilà. Merci. Si jamais vous cherchez un lieu, quoi. On fonctionne tout ça sur Liège aussi. Les lieux s'ouvrent et tout, mais c'est bien d'avoir des lieux partout. Donc, de toute façon, on reste en lien tout le monde. Ouais, pas de souci. Et voilà, du coup, je vais couper la... comment on appelle ça, la vidéoconférence. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Hein. Ouais. Bonsoir, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne fin de soirée.